En décembre dernier, après 3 ans d'entrepreneuriat, je décide de me lancer dans un projet fou, celui d'acheter mes bureaux. Malgré un compte en banque bien rempli, je ne connais absolument rien. J'ai aucun contact, aucune idée de ce que c'est que l'immobilier. Bref, je pars de zéro. Le pire, c'est qu'il fallait aller voir des banquiers, des mecs en costard dans un bureau qui comprenaient absolument rien à mon business. Pourtant, 6 mois après, me voilà dans un lieu qui me ressemble, que j'ai refait de A à Z et dans lequel je me sens extrêmement bien. Dans cette vidéo, je te partage toutes les étapes qui m'ont permis d'acquérir un bien à plus de 500 000 € à Paris. Je vais te partager tous les chiffres sans aucun tabou, les frais cachés, ce que les gens ne te disent jamais. Je te raconterai le timing étape par étape pour que tu comprennes exactement comment se déroule ce genre de projet. Et surtout, je te raconte les 5 choses que j'aurais aimé savoir avant de me lancer et qui vont à l'encontre de ce que beaucoup d'experts vont partager. Enfin, tu verras comment je me suis fait arnaquer de 40 000 €. Si tu es nouvelle ici, je m'appelle Nina Ramen. Il y a 3 ans, j'ai quitté mon job toxique pour me lancer à mon compte. Depuis, j'ai créé 3 entreprises rentables et une communauté de milliers d'entrepreneuses à succès. J'ai même publié un livre chez Erol. Sur cette chaîne, je partage ce que je sais, ce que j'apprends, mais aussi mes galères sans aucun filtre. Parce que j'espère que chaque jour, il y aura un peu plus de femmes dans l'entrepreneuriat. D'ailleurs, pour que tu profites au maximum de cette expérience sans avoir besoin de prendre des notes, de mettre pause, je t'ai préparé une fiche récap gratuite que tu vas pouvoir télécharger juste en dessous dans le lien en premier commentaire. Je te partage tout ce que je sais, ce que j'ai appris en tant qu'entrepreneuse qui a acheté à Paris. Donc, on attaque tout de suite avec la première chose que j'aurais aimé savoir bien avant de me lancer. Tu l'as peut-être déjà entendu, l'immobilier coûte beaucoup plus cher que prévu. Le bien que je voulais acheter, il était à 490 000 €. Et au final, pour l'acheter, je te parle pas de travaux, je te parle rien d'autre, juste acheter, j'ai payé 548 €. Donc, grosso modo, on est à 60 000 € en plus du prix de l'achat. Qu'est-ce qu'il y a dans ces 60 000 €? La première chose, c'est les impôts. Tu le sais peut-être pas, mais quand tu achètes un bien immobilier, en fait, tu payes des impôts. C'est ce qu'on appelle les frais de notaire. Mais la réalité, c'est que c'est pas des frais de notaire. Le notaire, dans cette histoire, il prend une partie, mais l'immense majorité, ça part chez les impôts. Dans mon cas, ça représente 36 000 €. Et pour te donner une idée, la part du notaire, c'est à peu près 5 000 €. Donc, il y a quand même une grosse partie qui part aux impôts. Autre frais caché, c'était l'agence immobilière. J'ai payé 15 000 € d'agence immobilière. On en reparlera après. Est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien? J'ai pris aussi un courtier en prêt. C'est en gros quelqu'un dont le but est d'aller voir les banques à ta place, de négocier ton prêt et de faire en sorte que tu aies le meilleur taux pour ton prêt et surtout que tu l'obtiennes en temps et en heure. Et enfin, j'ai dû payer la création d'une société civile immobilière. C'est en gros une entreprise qui va détenir ce bien. Donc ça veut dire créer des statuts, les déposer au greffe. Et ça, tu peux le faire avec une entreprise comme Legal Start qui est super rapide, super efficace. En gros, ils te font tes statuts, ils te font toutes les formalités pour ta SCI et toi, tu peux vraiment être déchargé de cette partie. Donc pour toute cette partie que j'ai appelée grosso modo Presta, c'est en tout 22 000 €. Et il nous reste à peu près 2 000 € pour tout ce qui est frais bancaires, etc. Donc l'enveloppe globale de cet achat, c'était 548 000 €. Mais c'est pas tout. Quand je suis arrivée, c'était pas du tout comme ça. J'ai tout refait de A à Z. La plomberie, l'électricité, la peinture, j'ai détruit des murs. Bref, l'intégralité des travaux m'a coûté plus de 88 000 €. Donc tu fais 548 plus 88 000 €, ce qui fait à peu près 635 000 € en tout d'enveloppe globale sur l'achat et les travaux. Maintenant, on va passer à la partie financement. Comment est-ce que j'ai financé cette enveloppe globale? De 2 manières. La première, c'est que j'ai demandé à la banque de l'argent, donc via un prêt. Comme je te disais tout à l'heure, j'ai pris un courtier pour aller voir les banques et négocier ce prêt. J'ai emprunté 385 000 € à 3,4%, mais c'était pas suffisant. On en parlera après pourquoi j'ai fait le choix de pas emprunter au maximum de ma capacité d'emprunt. Donc, on a l'emprunt de la banque qui est à 385, plus de mon côté 250 000, ce qui fait en tout et pour tout 635 000 €. Dans toutes ces dépenses, il y en a qui étaient indispensables, il y en a qui l'étaient moins, et je vais dire un petit peu mon avis sur le sujet. La plupart des experts vont te dire qu'il faut toujours essayer d'économiser un maximum de frais cachés et d'intermédiaires, notamment les agences et encore plus un courtier en banque. Que ce soit l'agence ou que ce soit le courtier en banque, c'est des gens qui, grosso modo, vont faire le travail à ta place et vont te facturer. Dans mon cas, je cherchais un bien immobilier à Paris. Même si en ce moment, c'est plutôt en faveur des acheteurs, le marché parisien est extrêmement tendu. Quand il y a un bon bien, il rentre sur le marché et il repart tout de suite. Si je m'étais donné en plus la contrainte de passer par un particulier directement pour pas avoir de frais d'agence, j'aurais pas mis 3 mois à trouver un endroit. Je pense que j'en aurais mis 6, voire 1 an. Ça allait me coûter énormément de temps. Pour te donner une idée, à chaque fois que je faisais une visite, j'ai dû en faire 15
pour avoir cet espace. Au final, chaque visite, ça m'a pris à peu près 1 heure, donc ça me fait juste pour ça 15 heures à mobiliser. Donc si j'avais dû faire ça pendant 1 an, je te laisse faire le calcul. Deuxième chose, le courtier en banque, pour moi, c'est le meilleur hack de la Terre parce que je suis totalement phobique admin. Il va falloir que je donne des papiers, il va falloir leur expliquer, etc. Donc déjà, ça me stressait. Mais en plus de ça, je savais pas comment les contacter. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut? En fait, il se trouve que moi, à la base, je suis dans une banque en ligne. Donc les banques en ligne, elles peuvent pas faire des prêts. Généralement, les entrepreneurs, ils appellent leur banque. Donc je sais pas si tu es à la BNP, tu vas appeler ton conseiller, et puis là, quelqu'un à présenter, et puis comme tu as des comptes chez eux, ils connaissent tes comptes et ton historique. Moi, je suis sur une banque en ligne, et la réalité, c'est que c'est pas le genre de structure qui peut faire des prêts. Et l'inconvénient de ça, donc l'avantage, c'est que c'est hyper rapide de faire un compte sur une banque en ligne, et l'inconvénient, c'est qu'une fois que tu dois aller emprunter de l'argent, tu es obligé, en fait, d'aller t'adresser à des banques qui ne te connaissent pas, chez qui t'as pas de compte, et donc ça rajoute vraiment une difficulté supplémentaire. C'est comme ça que je me suis retrouvée à payer un courtier, et franchement, c'était la meilleure dépense possible. Il m'a enlevé toute la charge mentale, et le prêt était plié en quelques semaines. Il a su me dire combien j'allais pouvoir emprunter, à quel taux, et ensuite, il s'est démerdé avec tous les retours, toutes les discussions avec les banques, alors qu'en général, il faut plutôt 3 rendez-vous dans une banque pour avoir un prêt. Donc on voit 3 banques, ça fait 3 fois 3 rendez-vous. Donc voilà, ça fait 10 rendez-vous de 1 heure chacun juste pour avoir son prêt. Donc tu vois le montant du temps que j'ai économisé en ayant payé ces frais supplémentaires. L'opinion controversée que j'ai sur ce sujet, c'est que parfois on va vouloir faire des économies, sauf que quand on est novice comme moi, faire des économies, c'est perdre énormément de temps. Quelqu'un qui a déjà emprunté 15 fois, il n'a pas besoin d'un courtier. Mais moi, ma courbe d'apprentissage va être tellement longue, vu que je vais le faire 2, 3, peut-être 4 fois dans ma vie, je vais pas perdre mon temps à essayer de comprendre comment ça fonctionne et à le faire. Donc certes, j'ai perdu de l'argent, mais j'ai gagné un temps immense et je me suis économisé probablement des erreurs de débutante. Deuxièmement, sur la partie agence immobilière, c'est la même chose. Évidemment, j'aurais pu ne pas le faire, mais j'aurais pris un temps immense. Donc si je devais additionner tout le temps que tout ça m'aurait pris, j'aurais passé à peu près entre 50 et 100 heures à faire autre chose. Et ces 50 heures, à la place de faire ça, je les ai investies dans mon business. Avec ces 100 heures, je pense que j'ai multiplié par 2, voire par 3 l'argent que ça m'aurait coûté. Là, j'aurais dépensé 20 000 €, mais en ayant travaillé pendant une centaine d'heures sur mon business, en réalité, j'en ai gagné plutôt 40, voire 60. Surtout qu'à ce moment-là, j'étais en plein lancement de mon offre et c'est un moment qui était hyper intense pour moi. Donc, probablement que j'aurais pas pu le faire, mais en plus de ça, beaucoup moins bon résultat parce que moins de temps de travailler là-dessus. Donc, le conseil qu'on donne en général quand on parle d'achat immobilier, c'est toujours fais attention, dépense pas d'argent dans des frais qui servent à rien. La réalité, c'est que quand on est entrepreneuse, le vrai conseil que moi je donnerais, c'est de se demander comment ton temps est mieux utilisé. Est-ce que c'est mieux pour toi de payer 3 000 € un courtier qui va te faire économiser 15 à 20 heures et de prendre ce temps-là et de l'investir sur son business pour tes clients, pour ton équipe, pour faire avancer ton business que tu vas garder 10, 15, 20 ans et capitaliser là-dessus sur quelque chose que tu sais déjà faire ou d'aller apprendre une compétence que tu ne sais pas faire et sur laquelle tu vas probablement te casser les dents pour avoir un résultat médiocre parce que c'est la première fois que tu le fais. Et pour moi, la question, elle est vite répondue et je trouve que c'est un mauvais conseil de dire aux gens de pas payer des choses supplémentaires parce que la réalité, c'est que tout ce temps-là, en fait, on fait une vraie économie de temps et quand on est entrepreneuse, notre temps, c'est hyper précieux, surtout quand on est solo et c'est notre ressource la plus rare. Voilà l'opinion un peu controversée que j'ai sur toute cette histoire de faire des économies, de se dire ah oui mais je vais essayer d'économiser 1 000 € par-ci par-là sur un achat qui est aussi important et aussi coûteux. Économiser 1 000, 2 000 ou 3 000 € parfois ça ne vaut pas forcément le coup sur un tel montant sachant ce que ça a demandé comme énergie. Alors on a parlé du fait que ça coûtait plus cher que prévu, mais c'est aussi extrêmement long. Donc on a 2 ressources précieuses dans la vie, le temps et l'argent. Autant dire que l'immobilier, c'est hyper coûteux sur les deux. De mon côté, j'ai visité le 11 mars et j'ai emménagé après les travaux, tout fini, le 24 août. Donc, entre le moment où je visite et le moment où je casse tout, je refais tout, etc., il s'écoule 5 mois. À Paris, pour les travaux que j'ai faits, c'est un temps record. Personnellement, j'étais pas du tout prête à ça. J'ai l'habitude d'avoir des projets qui sont de l'ordre de la semaine, du mois ou du trimestre. La réalité, c'est que dans l'immobilier, les choses prennent un temps infini. Quand j'ai donné mes délais à tous les intervenants qu'il y avait, tout le monde m'a dit « Mais Nina, t'es folle, t'y arriveras jamais. » Au final, on a largement tenu les délais. Et d'ailleurs, c'est aussi long aussi parce qu'il y a beaucoup d'interlocuteurs. Dans cette histoire, interviennent un acheteur, un vendeur, 2 notaires. Il y a aussi l'agent, il y a aussi le courtier, il y a la personne qui va faire les travaux, parfois 2 voire 3 personnes en comptant la menuiserie, etc. Donc ça fait une dizaine de personnes au final à gérer dans ce projet. Et le conseil classique qu'on donne, c'est tu devrais pas donner trop d'infos, ne parle pas d'argent, ne donne pas les budgets aux gens, etc. En fait, c'est plutôt de faire de la rétention d'informations parce que potentiellement les gens pourraient utiliser ces infos pour te soutirer de l'argent. La réalité, c'est que moi j'ai fait tout le contraire et j'ai été d'une totale transparence avec tous
les interlocuteurs que j'avais. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'était de faire des boucles à chaque fois qu'on passait une étape. Quand l'offre elle a été acceptée, j'ai tout de suite créé une boucle avec l'expert comptable, la notaire, l'agence immobilière et le courtier. Parce que c'était les personnes qui intervenaient dans cet email. Je les ai incités à prendre contact les uns avec les autres. J'ai mis les coordonnées de tout le monde en disant prenez contact entre vous. Alors qu'en général, les gens, ils sont plutôt des liens individuels avec chaque personne. C'est-à-dire que tu as le courtier qui va t'appeler, qui va te demander le numéro de ton cabis. Puis ensuite, après, l'expert comptable, il va te dire OK, je l'ai, et puis il y a 3 jours de lait, puis tu vas le rappeler, etc. Donc le goulot d'étranglement qu'il y a et que sont les chefs de projet, qui sont les personnes qui achètent, en général, je pense que c'est ça qui prend beaucoup de temps. Dans mon cas, j'ai vraiment incité les gens à se parler. Et il se trouve que les choses sont allées extrêmement vite. Le problème, il arrive quand on travaille en silo et quand toutes les parties ne savent pas où en est l'autre et ne savent pas quand est-ce que c'est à elles d'avancer. Pour te donner une idée des différentes étapes, la première, c'était l'acceptation de l'offre, donc c'était le 11 mars. Ensuite, il y a eu toute la partie création de la société, etc. pour pouvoir acquérir le bien. Ensuite, on est passé à la promesse de vente. Donc une promesse de vente, c'est le moment où le vendeur promet de vendre ce bien à toi. Donc ça engage davantage le vendeur que l'acquéreur. Mais lui, en gros, il dit, je te promets le bien en attendant que tu puisses valider ton prêt. C'est une étape intermédiaire qui permet de gagner du temps pour aller demander le prêt. Donc l'avantage, c'est que moi j'avais mon courtier, franchement c'était signé en 10 jours, je suis allée à la banque, j'ai signé. Donc ça c'était super facile. J'ai pu faire le dépôt des statuts de la société et récupérer un extrait d'existence de la société, parce que c'est elle qui va acheter, il faut que la société puisse exister. Et c'est à ce moment-là, une fois qu'on a la validation du prêt de la banque, la société qui va acquérir le bien, qu'on a pu ensuite signer l'acte définitif le 2 juin. J'ai eu les clés le 2 juin. Entre la première visite et le moment où j'ai eu les clés, il s'est écoulé exactement 3 mois. C'est hyper rapide. Toutes les personnes étaient assez surprises de voir à quel point c'était allé vite. Ensuite, entre le moment où j'ai eu les clés et la fin des travaux, j'ai commencé les travaux le lendemain du jour où j'ai eu les clés parce que je savais exactement où en était mon timing. J'ai pu démarrer les travaux tout de suite après. Les travaux ont duré en tout 2 mois et demi. C'était beaucoup plus long que prévu. Moi, j'avais prévu 1 mois et demi, mais il y a eu tellement de rebondissements qu'on a traîné. Il manque encore pas mal de choses, donc il y a encore de la menuiserie à faire. C'est toujours pas fini, mais au moins je suis installée. Donc les travaux, c'est la partie qui a probablement pris le plus de temps, mais apparemment c'est toujours comme ça. Je parlerai en détail des travaux dans la partie 5 où tu verras, tu seras pas déçu. J'ai fait une erreur qui m'a coûté plus de 20 000 euros. Dans cette troisième partie, on va parler du financement, c'est-à-dire combien j'ai emprunté, comment j'ai fait et surtout les conseils qu'on m'a donnés et que je trouve pas forcément judicieux. En gros, quand tu es entrepreneuse, tu peux commencer à demander de l'argent aux banques au bout de 3 bilans de ta boîte. Avant 3 ans, t'existes pas, tout simplement parce que 80% des entreprises ne passent pas les 3 premières années d'existence. Les banques, pour se couvrir, ne prennent des dossiers généralement qu'à partir de 3 bilans. Moi, j'avais 3 bilans et 3 bilans largement positifs. Ce que je voudrais t'expliquer, c'est que tu as la possibilité d'acheter via ton entreprise avec un système de holding. Une holding est une boîte dont l'objectif est de détenir plusieurs entreprises. Donc moi, je détiens la holding et ma holding détient mes boîtes, tu vois. Donc Nina détient la holding et la holding détient la SCI qui va acquérir le bien immobilier, mais la holding détient aussi mes autres entreprises qui vont générer de l'argent et faire des bénéfices. Donc, toutes les entreprises qu'on va appeler des boîtes d'exploitation, c'est-à-dire des boîtes qui vont faire de l'argent, vont pouvoir remonter de l'argent dans ce qu'on appelle la holding. Et la holding, après, va pouvoir investir dans la SCI et potentiellement dans d'autres boîtes. Le but d'une holding, c'est de pouvoir réinvestir l'argent, que ce soit dans d'autres entreprises. Elle vient centraliser l'argent de plusieurs boîtes pour pouvoir, après, réutiliser cet argent et le réinvestir dans plusieurs projets. L'avantage de ce mécanisme, c'est ce qu'on appelle un groupe. Donc, un ensemble de sociétés qui sont liées par des liens mère-fille sont appelées un groupe de sociétés. Et l'avantage d'avoir un groupe, c'est de pouvoir faire circuler l'argent dans toutes ces entreprises sans avoir à passer par la case perso. Parce que si je m'étais versé à moi ces 250 000 euros en perso, j'aurais payé à peu près 50% d'impôts. Évidemment, c'est génial de payer des impôts et on en paye quand même via le résultat de nos sociétés, etc. Donc, faut pas le faire pour ça parce que on n'échappe pas du tout aux impôts en faisant ça. Mais disons que on passe pas par l'impôt sur le revenu parce que c'est pas un revenu, c'est de l'argent qu'on va réinvestir. Donc, c'est pas de l'argent qu'on va utiliser et le fait de le garder dans l'entreprise permet de le réinvestir plus facilement. Donc, en gros, au lieu d'avoir un à investir, en réalité, tu as 2 parce que ça reste dans ce système de groupe à condition que ce soit des achats professionnels qui servent le groupe dans son intégralité et le développement de ses filiales. J'en viens au montant que j'ai emprunté. J'ai emprunté 385 000 euros, mais j'aurais pu aller bien au-delà.
Sauf que j'ai fait le choix de ne pas le faire. Et le conseil qu'on nous donne, c'est en général d'emprunter au maximum. C'est ce qu'on entend autour de nous, emprunte le plus possible parce qu'avec cet argent, tu vas pouvoir l'investir et avec l'investissement que tu auras placé, tu vas faire des pourcentages et tu vas générer des intérêts. Et donc, plus tu empruntes et plus en fait, tu vas générer des intérêts sur une somme conséquente. Sauf que moi, c'est pas du tout ce que j'ai fait. J'ai calculé mon emprunt pour avoir des mensualités à la hauteur du loyer que je pourrais payer. Je m'explique. La vie entrepreneuriale, c'est hyper risqué. Effectivement, demain, on peut vivre une crise. On a vécu le Covid, le chiffre d'affaires de la boîte peut baisser. Bref, il peut se passer énormément de choses. Alors, moi, ce que j'aime, c'est avoir des systèmes antifragiles. C'est-à-dire que même s'il y a une crise, ces mensualités que je devrais payer, je peux quand même les payer autrement. 2000 € par mois, c'est le montant de mes mensualités, mais si je mets cet endroit en location, je peux le louer 2000 €. Et donc, tu vois que par un effet miroir, je vais pouvoir rembourser mon crédit si demain je décide de mettre en location cet endroit. Et ça, je trouve que c'est hyper rassurant parce que moi, je suis quelqu'un qui aime pas trop prendre des risques. Si demain la boîte fait moins d'argent, que je peux plus les moyens de me payer ses bureaux, j'ai toujours la possibilité de le mettre en location et de ne rien payer. Donc, l'opinion controversée, c'est pas forcément de le plus possible. Personnellement, je fais le choix d'avoir le moins de charges fixes possible ou des charges fixes que je peux résilier facilement. Avec un crédit à 5000 €, jamais pu, par exemple, mettre l'endroit en location pour que ce soit au final à 0. Donc peut-être que j'aurais pu emprunter plus, mais une mensualité aurait été plus élevée. Et ça me convient pas. Grosso modo, moi j'ai fait le choix très sécure d'avoir un crédit qui couvre le loyer potentiel. Quand tu fais ce calcul, je t'ai fait le calcul grosso modo, mais n'oublie pas de tenir compte de la taxe foncière. Dans ce que tu dois payer tous les mois, va y avoir ton crédit, la taxe foncière et les charges de copropriété. Donc finalement, au lieu que ça me coûte 2000 € de remboursement de mon crédit, ça me coûte 2000 € plus la taxe foncière qui est de 100 € par mois à peu près si je l'actualise et plus, on va dire à peu près 200 € par mois. Donc tu vois, il faut penser à rajouter ces 300 € parce que ça peut vite mettre la balance en déficit. Et la leçon à tirer de ça, c'est qu'il n'y a que toi qui peux décider de ce que tu veux faire de ton argent. Parce qu'il y aura toujours des experts pour te dire faut que tu empruntes le plus possible, il y a des experts qui te diront mais oui mais faut pas faire ça ou faut faire ci. En fait la réalité c'est que il y a des personnes qui sont très à l'aise avec 200 000 € en crypto, qui est un actif très volatile. À l'inverse, moi je suis plutôt quelqu'un de très sécure, qui aime prendre des risques mesurés et donc c'est vrai que déjà l'immobilier c'est considéré comme étant un investissement plus sécure, beaucoup moins rentable et je te parlerai de la rentabilité après de cet investissement, mais surtout la sécurisation du fait que j'ai emprunté un montant avec lequel je suis à l'aise. Donc si demain tu te poses la question de combien tu peux emprunter, pose-toi d'abord la question de combien tu veux emprunter. On en arrive au 4e point, et que cet achat n'est pas un investissement et encore moins un investissement rentable. Je m'explique. Le conseil classique qu'on va te donner en immobilier, on va te dire tu veux investir, j'ai une super méthode, t'achètes un immeuble dans la Drôme, à côté d'une université, tu découpes l'immeuble en petits logements et tu loues les logements individuellement. C'est génial parce que ça t'apporte de la sécurité sur le fait que tes logements seront quasiment toujours pris plus qu'à côté d'une université. En plus de ça, tu répartis le risque parce que tu as plusieurs locataires au lieu d'en avoir un. S'ils ne payent pas le loyer, c'est le risque qui est réparti. Et en plus de ça, tu peux avoir à peu près 8% de rendement. C'est vrai. Probablement que si j'avais voulu investir pour avoir de l'argent, j'aurais pu faire ça. Sauf que j'y connais rien, c'est pas mon métier. Techniquement, c'est vrai, mais là, j'habite en plus à Paris. C'est absolument pas ce que je veux faire, ni réalisable. Donc peut-être que ça aurait été un meilleur investissement, mais la réalité, j'ai pas envie. Donc, je vais pas acheter là-bas. Autre chose, tout à l'heure, je te disais qu'à peu près, en enveloppe, j'ai mis à peu près 250 000 €. Si j'avais voulu investir ces 250 000 € et utiliser ces 250 000 € pour que ça me génère de l'argent, donc des placements, j'aurais pu mettre ça en bourse, sur un indice qu'on appelle un indice S&P 500. En gros, ça regroupe les 500 plus grosses entreprises américaines et c'est un indice qui rassemble toutes ces entreprises. C'est un indice qui historiquement a fait aux alentours de 7 à 10 en général. Donc, si j'avais placé ces 250 000 € sur cet indice à 7% par an, en faisant le calcul des intérêts composés, c'est-à-dire que si chaque année je reprends le bénéfice et je le réinvestis à 7%, j'aurais eu au final à peu près, dans 20 ans, à peu près 900 000 €. Donc, tu vois que si cet argent-là, j'avais voulu le faire fructifier d'une manière rentable, j'aurais aussi pu faire ça. Il est peu probable que ce lieu, qui est aujourd'hui à 500 000 €, soit à 1 million d'euros dans 20 ans. C'est possible, mais il y a peu de chance. En réalité, la prise de valeur sur le marché parisien, elle n'est pas 2 fois 2 en 20 ans. Donc, finalement, l'investissement, il est quand même moins rentable que si j'avais fait ça. En plus de ça, ça aurait été moins d'emmerde, parce que j'aurais pas eu à payer tous les mois un loyer, j'aurais pas eu besoin de faire mes travaux, bref, ça aurait été beaucoup plus facile. Donc, j'aurais eu le choix de prendre cet argent et de le mettre soit dans l'immobilier rentable ou soit dans la bourse et ça aurait probablement été beaucoup plus lucratif pour moi. Sauf que moi, j'achète pas
là aujourd'hui pour m'enrichir. Avoir ce lieu dédié aux entrepreneuses où je vais pouvoir les accueillir parce que je pense que fondamentalement avoir un espace où on n'a pas la charge mentale d'être avec nos enfants, ni la charge mentale d'être au travail avec nos clients, etc. Je pense qu'avoir un espace où on peut se retrouver, on peut réfléchir aux décisions de notre vie qui vont être bénéfiques et qui vont nous impacter, c'est extrêmement rare. Les femmes ont très peu ça. Et donc, depuis 3 ans, ma vision, c'est de créer ce lieu, non seulement pour moi, mais aussi pour toutes les entrepreneuses. La rentabilité de ça, elle est pas bonne aujourd'hui, mais la raison pour laquelle je le fais, c'est pas pour investir, c'est pour servir une vision que j'ai et une qualité de travail et de vie que j'ai aujourd'hui. Je pars du principe que le bureau, c'est l'endroit où je passe la majorité de mon temps éveillé, entre 6 et 12 heures par jour, et donc prendre soin de cet espace, avoir un espace qui me correspond et qui me convient, c'est investir sur ma qualité de vie, c'est potentiellement être moins malade, être plus en forme, avoir plus de longévité, c'est potentiellement avoir plus de plaisir, tenir sur le plus long terme. Parce que quand on est entrepreneuse, notre valeur la plus précieuse, c'est nous, parce que si on n'est plus là, tout s'écroule. Et évidemment, servir une vision qui donnera lieu à potentiellement un autre type d'accompagnement que celui que je fais aujourd'hui. Je travaille dans le digital, j'ai l'ambition de faire plus du présentiel et donc évidemment que tout ça va capitaliser. Aujourd'hui, je m'assois sur à peu près 200 000 euros d'intérêts composés si j'avais mis dans la bourse, mais je suis très confiante dans le fait, au travers d'avoir un lieu, je vais réussir à largement le rentabiliser, que ce soit en étant plus productive ou que ce soit en faisant un lieu où j'organise des sessions en présentiel. Donc le conseil que je pourrais donner quand il s'agit d'investissement immobilier et notamment d'achat pour ses bureaux, mais c'est probablement le cas aussi pour sa propriété personnelle, pour son appartement. La question à se poser, c'est toujours, est-ce que tu veux investir pour être rentable? Est-ce que tu veux investir pour servir ta vision? Moi, je sais que ce lieu n'est pas là pour me rapporter de l'argent sur 20 ans. Il est là pour servir mon business et ma vie. Parce que je crois dur comme fer que ce sera beaucoup mieux investi comme ça qu'en mettant sur le S&P 500. Est-ce que je pense plus rentable que ces boîtes-là? Peut-être, je ne sais pas. Donc encore une fois, on en arrive vraiment à ce cœur du sujet qui est les avis des experts versus la réalité. La réalité, c'est qu'est-ce que toi tu veux aujourd'hui? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui est important aujourd'hui? Est-ce que tu fais ça parce que tu veux préparer ta retraite et donc tu as besoin d'avoir dans 20 ans pour pouvoir arrêter de travailler? Est-ce que tu fais ça parce que tu veux développer un nouveau pan de ton activité? Il faut vraiment être assez intentionnel là-dessus parce que sinon, tu prends les mauvaises décisions. Si j'achetais ici en me disant que j'allais faire l'opération financière du siècle et j'allais m'enrichir, je pense que j'aurais été déçue compte tenu de tout ce que ça m'a coûté. Et en parlant de ce que ça m'a coûté, on va parler du sujet épineux des travaux. De mon côté, c'était à peu près 88 000 euros. Découpé avec 4 000 euros d'archi, 27 000 euros de menuiserie et à peu près 50 000 euros pour le reste des travaux. J'ai fait de la plomberie, l'électricité, j'ai tout refait de A à Z. À la base, j'avais un budget travaux de 40 000 euros. Donc, c'est un budget qui a plus que doublé au cours de ce projet, mais c'est quand même un budget que j'avais validé. Donc, je voulais au début mettre 40 000 euros, puis ensuite, en voyant les plans, etc., j'ai revalidé un budget de 80 000 euros et finalement, ce budget n'a pas réellement été dépassé. Une exception près. Et là, je voudrais te raconter une histoire dont je suis vraiment pas fière et ça me coûte quand même parce que je m'en suis beaucoup voulu des erreurs que j'ai faites là-dessus, mais je trouve que c'est important aussi de partager des choses qu'on réussit pas. Comme je te disais, j'étais partie pour les travaux, je les suivais. Donc c'est moi-même qui allais au chantier. Les travaux devaient durer 2 mois, donc à peu près le temps où j'allais être à Paris. Sauf que ils ont pris du retard, donc à un moment je devais partir en vacances. Alors que je passais vraiment très régulièrement tous les jours. Quasiment. Il s'est trouvé que pendant 2 semaines, j'allais être absente. Donc, je demande à mon assistante de prendre le relais, notamment avec le menuisier qui devait encore installer pas mal de choses. À ce moment-là, je dis à mon assistante, qui a la carte bleue de la boîte, qu'il y a des prises à acheter et qu'elle peut payer les prises avec la carte bleue. Donc, jusqu'ici, tout va bien. Il se trouve que je pars et un jour, je reçois une notification sur mon téléphone et je vois un virement de 3 000 euros. Je trouve que c'est un peu bizarre, mais bon, voilà, c'est vrai que c'est Alexandra qui fait tous mes virements, donc je me dis, bon, ok, c'était un virement de quelque chose, j'ai pas trop regardé. Mais je me connecte à mon application et là, je découvre, il y a 20 000 euros de virements qui ont été faits et que je n'ai pas validé. C'est pas 20 000 euros d'un coup, c'est 3 000, 2 000, 4 000 et toujours à destination du menuisier. J'appelle mon assistante et je lui dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là elle me dit j'ai fait les virements parce que le menuisier a dit que c'était vu avec toi. J'ai dit mais non, ça n'a pas été vu avec moi. Elle me dit c'est ce qu'il m'a dit. En plus c'était pressé. En gros il l'appelait et lui disait il me faut le virement avant 16 heures. Donc ça c'est quelque chose qui est assez connu. Comme elle a payé une première fois les prises, il savait qu'elle avait une capacité de faire des virements de 2 000 euros à peu près parce que c'était à peu près le montant de toutes les prises qu'on avait achetées. Et donc régulièrement il lui a redemandé des virements parce qu'il savait qu'elle était capable de faire ce genre de virement et il lui demandait toujours pour le jour même pour pas qu'elle ait
l'assistante validait avec moi. Et donc comme ça, il y a 20 000 € qui sont partis chez ce menuisier. Et donc je m'en suis beaucoup voulu parce que je me suis dit mais j'aurais vraiment dû briefer tout le monde avant, j'aurais dû revalider avant le menuisier et mon assistante. La réalité c'est qu'on pourrait dire oui c'est de la faute de telle personne, de l'assistante, ou c'est de la faute du menuisier ou quoi. En fait la réalité c'est que quand il y a une connerie dans ta boîte, c'est toi qui es responsable et toi seulement. Donc encore aujourd'hui le problème n'est pas résolu. Donc évidemment j'ai recontacté le menuisier qui m'a expliqué que en fait c'était plus un sujet de trésorerie et qu'il allait me rendre l'argent. En attendant, j'ai toujours pas mon argent, j'ai toujours pas la bibliothèque qui devait faire et la banquette, et même encore aujourd'hui je suis encore très stressée par ce sujet. J'avoue que sur cette histoire je suis pas fière du tout de moi. Je m'en veux pas mal et je me sentis vraiment une entrepreneur vraiment de merde. C'est la Nina du futur qui fait le montage vidéo. On est 2 semaines après le tournage et je n'ai toujours pas ma bibliothèque, je n'ai toujours pas récupéré mon argent. Donc potentiellement j'ai perdu 40 000 €, c'est-à-dire 20 000 € qui étaient prévus initialement dans le devis et les 20 000 € qui ont été faits par téléphone, par virement auprès de mon assistante. Donc on est à 40 000 € qui sont chez le menuisier et j'ai toujours pas ma bibliothèque et ma banquette que j'avais commandée. Et cette histoire n'est toujours pas terminée. Ceci étant, j'ai quand même beaucoup appris sur les travaux, et notamment 3 choses. Le premier, c'est jamais payer en avance. Donc ça, c'est ce que j'avais mis en place. 50% au début, 50% à la fin. Et c'est hyper important parce que ça permet toujours de faire revenir par l'entrepreneur. C'est-à-dire que en général, ce qui se passe, c'est que si tu payes avant la fin, tout ce qui est finition, etc., tu passes ton temps à courir après la personne qui va pas forcément faire les choses. Ça va te coûter beaucoup d'énergie. Payer 50% au début, 50% à la fin, ça te permet de garantir que le travail sera fait jusqu'au bout. Deuxièmement, c'est passer tous les jours sur le chantier. En fait, un chantier, surtout quand il est petit comme ça va très très vite et parfois, il y a des décisions qui sont prises avec lesquelles tu n'étais pas d'accord ou auxquelles tu n'as pas pensé. Et l'avantage, quand tu passes tous les jours, c'est que tu le vois tout de suite et donc tu peux vite demander de rectifier le tir. Mais par contre, demander à quelqu'un de déplacer une prise d'un endroit à l'autre de la pièce, c'est beaucoup plus compliqué quand tout a été fait et que le sol a été posé. Donc, passer tous les jours, ça permet de rectifier ces petites choses avant qu'il soit trop tard. Troisième chose, c'est d'avoir un devis détaillé. Et ça, c'est hyper important parce qu'en général, à la fin du chantier, ils te demandent toujours plus d'argent parce que potentiellement, ils ont mal estimé leur coût. Et donc, tu te retrouves un petit peu à devoir rajouter, en général, c'est 10% de l'argent en plus. L'avantage d'avoir un devis détaillé, c'est que tu peux argumenter. Par exemple, c'était une histoire de pose de four et j'ai dit bah oui mais regarde là c'était dans le devis donc tu peux pas me le faire en plus parce que c'était déjà prévu à la base. Et en général, la pire erreur à faire, c'est vraiment de signer un devis sans détail. Il faut vraiment demander le détail ligne par ligne, comme ça la personne elle peut pas dire oui mais j'ai fait ça en plus. En fait, soit c'était dans le devis, soit ça l'était pas, mais au moins il y a une clarté sur ce qui est fait. Le risque, c'est si c'est pas le cas, que tu demandes ou que la personne te dise bah oui mais en fait là tu m'avais pas dit mais on n'avait pas dit l'étagère à poser et donc c'est X € en plus. Donc un devis détaillé c'est hyper important, même si c'est chiant au début, vraiment à la fin ça te sauve. Quatrièmement, vraiment cette histoire d'apprendre le vocabulaire technique avant. On a l'avantage de vivre dans un monde où il y a internet, donc on apprend hyper vite, c'est hyper agréable. Moi je voulais garder cette partie, j'aurais pu déléguer cette partie suivi de chantier et probablement qu'il y a plein d'erreurs que j'aurais pas faites. D'ailleurs notamment il y a une petite anecdote, mais il y a un interrupteur qui ne sert à rien. Donc voilà, j'ai un bureau avec un interrupteur qui ne sert à rien, mais j'étais quand même heureuse d'avoir pris ce temps pour faire un lieu qui me ressemble de A à Z. Donc ça me tenait à cœur de garder cette partie-là et au final même si c'est pas parfait, c'est fait avec le cœur. Donc le conseil, quand on parle de travaux, il y a 2 catégories de personnes. Celle qui dit oh là là, tu vas pas t'en sortir, c'est horrible, c'est un temps infini. Et puis l'autre partie qui dit ah, c'est génial, tu vas tout décorer. Mon opinion avec tous les travaux que j'ai fait, c'est que c'est pas si difficile que ça d'apprendre sur ce sujet. Si tu prends le risque de faire ton suivi de chantier toi-même, tu t'exposes à des erreurs que tu vas potentiellement faire. Mais choisir son carrelage, choisir ses emplacements d'un lieu que tu as gardé potentiellement pendant des années, ça peut t'apporter du bonheur, du plaisir et quelque part, ça fait partie de l'aventure. Je suis très heureuse de l'avoir vécu, même si actuellement j'ai pris quand même pas mal de temps à me remettre de mes émotions. Si j'ai fait cette vidéo, c'est surtout parce que quand je me suis lancée, j'aurais eu besoin d'avoir quelqu'un qui me dit tout ça. Sur internet, j'ai trouvé des dizaines de formateurs qui allaient me vendre leurs méthodes sur comment faire de l'immobilier un business, sauf que moi, c'est pas mon objectif. Et de l'autre côté, j'avais des tonnes de tutos sur comment décorer un appartement et comment faire moi-même mes travaux. Mais jamais comment on fait tout le montage financier quand on est entrepreneuse et qu'on investit dans ses bureaux. Alors c'est vrai, tout ça a coûté beaucoup d'argent, mais je suis tellement fière d'avoir un lieu qui me ressemble et qui va pouvoir accueillir d'autres femmes pour qu'on puisse se partager ses savoirs. Parce que tout ce que je t'ai raconté sur comment investir dans un groupe avec une holding, une SCI, je l'ai trouvé majoritairement dans des boys clubs où j'étais la seule femme. Tous ces sujets d'argent, d'investissement, on en est encore trop privé. D'ailleurs, je sais que j'ai balancé pas mal de chiffres parce que c'est souvent tabou et qu'on nous le dit jamais. Dire ça publiquement, c'est prendre un risque. Des gens qui jugent, des gens qui envient. Mais moi, je pense que plus on sera libre de partager et plus on inspirera d'autres femmes à faire pareil. Et plus peut-être j'inspirerai d'autres femmes à penser que ça les concerne aussi. C'est exactement pour ça que j'ai décidé de créer le contenu que j'avais envie de voir. Du concret, du transparent, sans filtre. Alors, si tu veux plus de vidéos comme celle-ci, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. C'est ce qui m'aide le plus. Et tu peux aussi te mater la dernière vidéo que je te mets juste ici. Je raconte ce que ça m'a coûté de créer un business à plus d'1 million d'euros tout en étant neuroatypique. N'oublie pas que dans les commentaires, tu trouveras aussi la fiche gratuite qui récapitule tout ce que j'ai appris de cette aventure.
et que j'aurais aimé avoir il y a 6 mois. Je te dis à très vite dans la prochaine vidéo.